Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, c'est Pâques, alors on va rester dans le thème. Je vais vous lire une histoire écrite par l'Histoire de l'autre monde. C'est le grand gagnant du concours de mon serveur Discord. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver en lien dans ma description, tout comme la chaîne de l'Histoire de l'autre monde. Écoutez bien, car cette histoire est juste terrifiante. Vous verrez qu'il a une plume juste extraordinaire. Et je le remercie pour cette histoire si terrorisante. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Je ne suis pas comme les autres jeunes filles de mon âge. Je suis différente. Alors que les autres aiment se maquiller le visage de crème, de fond de teint, de mascara et autres, avant de poster le résultat sur leur compte Instagram, moi je préfère rester naturelle, sans artifice. Car rien ne vaut le naturel, n'est-ce pas? C'est ce que me dit toujours ma grand-mère. Enfin, ce n'est pas vraiment ma grand-mère en fait, mais je la considère exactement comme telle. Je l'adore. Elle m'a toujours encouragée à suivre mon instinct, à faire ce que mon cerveau me disait de faire, sans se préoccuper de ce qui est bien ou mal. Alors j'ai bien fait, comme elle m'a dit. J'ai suivi ses conseils, et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les voix dans ma tête. Celles qui me disaient d'ajouter à ma collection, déjà très importante, celles qui se pâmaient devant leur téléphone, pensant qu'elles étaient belles, accumulant les likes et les commentaires de faux amoureux et de prédateurs en pagaille, n'hésitant pas à montrer des parties de leur corps, à s'exhiber juste pour avoir plus de notoriété. Je suis triste pour ce type de filles. Elles me font de la peine. C'est pour ça que je les ai choisies pour mon activité favorite. Je devais leur montrer que tout leur artifice extérieur ne pouvait pas changer ce qu'il y avait à l'intérieur de leur corps. Comme moi, elles avaient des organes, du sang, des artères, des os, tous ces morceaux du corps qu'il est si facile de trancher et de découper dans tous les sens avant de les tremper dans un de mes bocaux qui font ma fierté. Vous devriez voir ma collection. Sans me vanter, c'est la plus belle du monde. Je suis sûre que personne n'en a d'autres comme celle-là. Voir ces petits yeux flotter dans du liquide, me regardant parfois d'un air accusateur, comme pour me dire « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être dans ce bocal? Pourquoi? Parce que t'es dégoûtante avec tous ces produits pour cacher ta peau imparfaite. On est comme on est, ça sert à rien de vouloir tout changer. C'est comme celles qui se font refaire les seins, les fesses ou d'autres parties de leur corps, dans le seul but de ressembler à une star ou juste pour attirer les garçons. C'est d'un navrant. Les garçons, ça sert à rien en plus. Ils ne pensent qu'à nous voir toutes nues pour prendre des photos qu'ils gardent sur leur portable. Pour les regarder plus tard en se touchant leur machin entre les jambes, pour avoir du plaisir qu'ils disent. Pfff, n'importe quoi. Pas besoin de ça pour avoir du plaisir. J'en sais quelque chose. Pour avoir cette sensation, il suffit juste de trouver une occupation saine et pleine de joie, avec un but à accomplir, comme celle que je fais. En particulier à Pâques, c'est la période que je préfère. Ça me permet de mettre mes beaux habits en dentelle et déambuler dans les rues à la recherche de corps pour se rajouter à ma collection. Les gens se moquent de moi quand ils me voient me balader à cette période. Ils disent que j'ai un grain, que les jeunes filles normales de 22 ans ne se baladent pas en déguisement de poupée grandeur nature avec une queue de cheval rattachée par une épingle à cheveux en forme de licorne. Mais je m'en moque de ce que les gens disent de moi. Ils sont jaloux, c'est tout. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne savent pas que moi, au contraire d'eux, je sais ce que c'est que de profiter de la vie. Quand je vois les airs tristes des filles adultes pleurer comme une petite fille parce que leur amoureux
les a trompées ou encore d'autres faire des crises, crier après leurs copines parce qu'elles ont sali leur robe. Je vois pas vraiment de différence entre les adultes et les enfants. Elles sont exactement pareilles. Donc, en fait, quand je prends des morceaux d'œufs et que je les mets dans mon panier pour les emmener chez moi afin de rejoindre les autres filles avant elles, je leur rends service. Grâce à moi, elles ne sont plus tristes, elles ne pleurent plus, elles ne sont plus fâchées pour tout et n'importe quoi. Je suis en quelque sorte leur petite fée de délivrance, celle qui leur offre une vie meilleure, oubliant tous leurs malheurs. Oui, c'est ça. Je suis une sorte de super-héroïne, en les découpant, en perforant leur ventre pour récupérer leurs organes, en arrachant leurs yeux ou leurs oreilles, en écorchant leur visage, je leur permets d'accéder à un stade de sérénité. Quand je me mets en quête de celle que j'ai choisie, j'aime bien chanter. J'ai créé une petite chanson pour me donner du courage à sauver ces filles, malheureuses de leur vie pleine d'apparence et de strass inutiles. Vous voulez entendre ma chanson? Oui? Ça me fait plaisir. Vous au moins, vous me comprenez, j'en suis sûre. J'ai bien fait de faire cette vidéo sur ce site. Tenez, je vous chante le premier couplet. Moi j'aime le jour de Pâques, car on peut se régaler. Dans mon panier de Pâques, qu'est-ce qu'on peut bien trouver? Tout plein de petits sacs et un couteau aiguisé. Une bouteille d'ammoniac pour plus les voir bouger. Elle est belle, hein? Elle vous plaît tant que ça? Je suis contente, vous me comprenez tellement bien. C'est pas comme ces policiers qui sont venus une fois chez ma grand-mère où j'habite. Eux, ils avaient pas l'air d'aimer ma façon d'aider ces filles. Ils ont dit à ma grand-mère qu'ils m'avaient vu près des lieux où des meurtres avaient été commis. Pourquoi ils appellent ça des meurtres? Je les tue pas. Ça, c'est les serial killers, comme on voit à la télévision, qui font ça. Eux, ils font du mal sans raison, sans savoir pourquoi ils le font. Ou alors, ils comprennent pas, aussi bien que moi, les voix qu'ils ont dans leur tête. Et ils font n'importe quoi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis un ange de délivrance. Je sauve des filles qui ont oublié ce que c'était de vivre dans la joie. Finalement, les policiers sont partis après m'avoir posé plein de questions. Bien sûr, je ne leur ai pas parlé de ma collection. Ils auraient pas compris. Comme tous les adultes. Il y a que ma grand-mère qui me comprend. C'est elle qui m'a appris comment conserver les morceaux que je découpais dans des bocaux. Elle qui m'a appris aussi comment extraire les meilleurs morceaux suivant le mal dont souffraient les filles que je choisissais de sauver. Celles qui souffraient à cause de l'amour. Je prenais leur cœur. Celles qui pleuraient parce qu'elles ne comprenaient pas comment réparer des choses. Je prenais leur cerveau. Celles qui faisaient tout tomber, je prenais leurs doigts. Celles qui avaient du mal à respirer, je prenais leurs poumons. Vous voyez, moi, je ne fais pas n'importe quoi. Je sais comment libérer de la meilleure façon celles qui méritent d'être sauvées. Certaines fois, je sais qu'elles font semblant d'être heureuses. Elles font semblant de sourire en cherchant des lapins en chocolat avec leur petite sœur, leur petit frère. Elles font semblant de sourire en cherchant des lapins en chocolat avec leur petite sœur, leur petit frère. Elles font semblant d'aimer peindre des œufs de différentes couleurs avant de les mettre dans le jardin. Elles font semblant de montrer du bonheur devant leurs parents, devant un film spécial Pâques, comme il y en a tant durant cette période. Mais moi, je sais qu'elles se mentent à elles-mêmes. Au fond d'elles, elles sont malheureuses. C'est juste qu'elles n'osent pas le dire. Je sens leur tristesse, leur envie que leur peine s'arrête, leur désir de ne plus rien subir de mauvais. Alors, quand je vois ces filles, avec leur mal-être caché, je les note sur ma liste secrète, celles que je cache dans mon panier, avec mes outils spéciaux pour les libérer de leur souffrance. Ils sont sous un grand morceau de tissu, sur lequel j'ai mis des œufs, des poissons, des cloches en chocolat, pour pas
qu'on les voit et qu'on devine que c'est moi, l'ange de la délivrance, qui agit dans la ville. Ma grand-mère m'a dit que ça devait rester secret. Personne ne devait savoir que c'était moi qui aidais ces jeunes filles à se libérer de tous leurs maux qui les rongeaient de l'intérieur. Comme je n'avais pas de costume de super-héroïne, ma grand-mère m'a dit que personne comprendrait que j'ai fait ça pour leur bien. Alors j'ai bien suivi les recommandations de ma grand-mère. C'est pour ça que j'agis que la nuit. Après avoir analysé les déplacements de celles que j'ai choisies, le reste de l'année, leur habitude, les lieux où elles allaient et où elles seraient seules, des endroits où je pourrais les libérer en enlevant la partie de leur corps qui les faisait souffrir. Elles ne se méfient pas de moi quand je m'approche d'elles. Qui se méfierait d'une enfant? Une enfant dans un corps d'adulte, comme elles disent, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas une adulte. À part ma grand-mère, aucun adulte peut comprendre la détresse endurée par les filles. Et quand elles se retournent, incapables de deviner que je m'apprête à les sauver, je les endors avec mon petit flacon rempli de liquide pour qu'elles fassent de beaux rêves. Comme ça, elles ne se rendent compte de rien quand je leur enlève ce qui leur fait du mal. Le produit agit longtemps, ce qui me permet de procéder avec méthode, sans précipitation. Ma grand-mère m'a dit que c'était la clé pour une délivrance parfaite. Prendre son temps, découper délicatement les parties responsables du malheur de ces jeunes filles, pour ne pas mettre de sang. Prendre son temps, découper délicatement les parties responsables du malheur de ces jeunes filles. Pour ne pas mettre du sang sur ma belle robe, je mets un tablier qui recouvre presque tout mon corps, jusqu'aux pieds. Comme ça, mes souliers ne sont pas salis non plus. Suivant le cas, une délivrance dure d'1 quart d'heure à 1 heure. Tout dépend du mal. À certaines, je dois parfois leur enlever plusieurs morceaux, car elles ont plein de souffrances en elles. C'est celles-là qui prennent le plus de temps, mais elles sont tellement plus belles qu'avant, une fois fait ça. Je ressens leur plénitude à travers mon corps, en observant leur enveloppe charnelle au sol. Parfois, je caresse leur visage ou leurs cheveux, comme pour leur dire que désormais, grâce à moi, elles ne souffriront plus. Et c'est comme si je sentais qu'elles me remerciaient à ce moment-là. C'est comme si un souffle, venant de leur bouche, venait sur mon visage. Je suis tellement contente à cet instant, car je sais que j'ai sauvé une nouvelle jeune fille. Après ça, je quitte l'endroit du sauvetage et je reviens vers ma maison, où m'attend ma grand-mère pour m'aider à rajouter les morceaux dans les bocaux prévus à cet effet. Ces bocaux, ce sont les preuves de toutes les vies que j'ai sauvées, toutes ces jeunes filles qui ne souffriront plus jamais grâce à mes mains et mes petits doigts de fée salvatrice. Pour l'instant, je ne peux pas dévoiler mon identité pour faire savoir au monde que je suis l'ange de la délivrance. Mais un jour, je sais que les adultes seront capables de comprendre. Ils mériteront de connaître le visage de celle qui a délivré leur fille, leur amie, leur mère du mal qui les habitait. C'est pour ça que j'arbore ce masque de lapin à vous qui regardez cette vidéo en ce moment. J'espère que ma grand-mère ne m'en voudra pas de cette petite entorse aux règles. Mais comme on ne voit pas mon visage et que j'ai utilisé un VPN pour masquer la provenance de la vidéo, ça me permet de continuer à cacher mon identité secrète. En attendant que mon rôle soit reconnu, je me contente de poursuivre ma mission en fredonnant ma chanson dans les rues sombres la nuit, après avoir libéré une nouvelle fille, moi qui suis le petit ange de Pâques que beaucoup espèrent rencontrer dans sa vie. J'en suis sûre. Moi j'aime le jour de Pâques, car on peut se régaler. Dans mon panier de Pâques, qu'est-ce qu'on peut bien trouver?
Il y a des doigts en vrac et des langues arrachées, des yeux un peu opaques et un beau cœur broyé, Alors, cette histoire vous a plu? N'est-elle pas terrifiante? Comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vous verrez que ces histoires sont superbes. De toute façon, à la fin de la vidéo, si vous ne voulez pas aller chercher en description, il y aura son petit logo à la fin. Cliquez dessus et vous irez directement sur sa chaîne. N'est-ce pas magnifique? En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite que cette journée de Pâques soit des plus terrifiantes. Allez, à bientôt et faites de merveilleux cauchemars. Bonne nuit. Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des Contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur une creepypasta, une belle et jolie creepypasta, comme vous les aimez tant. Dans cette histoire, on va parler du jeu Dévour. Est-ce que vous le connaissez? Non? Alors, regardez. Je voudrais déjà remercier mes deux amis Creepy Stories et Takeras Horror pour avoir participé à cette histoire. Vous pouvez retrouver leur chaîne sous la description, comme d'habitude. Mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Déjà, je vais commencer par dire mon prénom, avant de raconter cette histoire. Je m'appelle Cindy, et si j'écris tout ça, c'est aussi pour vous prévenir. Je vais commencer par le commencement. Je vis dans une grande maison. Mes parents ont tous deux un très bon travail, donc c'est vrai, nous vivons plutôt bien. J'ai actuellement 18 ans. Je suis encore à l'école, car mes parents souhaitent pour moi que je fasse de longues études. Moi, j'aimerais devenir conceptrice de jeux vidéo. J'aime énormément les jeux vidéo et la pop culture. Une grande geek dans l'âme. Qui dit très bon travail dit bien sûr que mes parents gagnent plutôt bien leur vie. Donc c'est vrai que j'ai vraiment tout ce qu'il faut chez moi pour jouer non-stop. Je n'ai pas beaucoup d'amis, à part ceux à l'école, mais je ne les vois pas pendant les vacances scolaires ou même quand je rentre chez mes parents le week-end. Mais malgré tout, j'ai des amis, virtuels comme on dit, ceux avec lesquels je joue à des jeux multijoueurs. À force, ce sont donc devenus de véritables amis. J'ai une petite sœur de 16 ans. On se parle beaucoup, certes, mais elle n'aime pas vraiment les jeux vidéo, à l'inverse de moi. C'est une jeune fille très girly, qui sort beaucoup avec ses copines et adore faire la fête. Oui, beaucoup de choses nous séparent pour que nous passions notre temps ensemble. Mes parents, sachant pertinemment ce que je veux faire plus tard et sachant aussi que j'aime énormément les jeux vidéo, ne disent rien de mes activités. Si j'ai envie d'un jeu, ils me l'achètent. Alors ils me laissent tranquille, tant que bien sûr, je suis à l'heure à table et que je passe avec eux les fameuses soirées en famille. C'est ma mère qui a décidé cela. Au moins une fois par semaine, nous sommes obligés de passer une soirée en famille, film ou jeu, mais au moins on se retrouve. Oh, ce n'est pas la misère non plus, vu que mes parents sont assez cool. Donc je ne me plains pas de passer au moins une soirée avec eux et ma sœur.
Je pense même que ça nous fait plutôt du bien. Mais voilà, j'arrive au plus important. Je suis donc une fan accomplie de jeux vidéo. Et mon jeu préféré est Devour. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en gros, dans ce jeu, il y a 3 maps. C'est bien sûr un jeu en multijoueur, à faire du coup avec les copains si possible. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut tuer dans les 3 maps le démon Azazel. Dans ces 3 maps, il a pris possession à chaque fois d'une femme au physique différent. Pour gagner la partie, c'est simple. Avec des araignées, souris ou chèvres, il faut le tuer en faisant une sorte de rituel. Ce jeu, je le connais bien sûr par cœur. Chaque pièce, chaque recoin, ou même chaque astuce du jeu, je les connais. Donc facile au fil du temps pour moi de gagner. Je pense que je dois jouer au moins 4 fois par semaine à ce jeu, voire des fois plus. Je passe vraiment tout mon temps dessus. En même temps, on prend aussi de bonnes crises de rigolade avec mes amis. J'en ai quelques-uns qui sont assez trouillards et qui créent à chaque fois. Je connais tellement le jeu que personnellement, moi, je n'en avais plus peur. Jusqu'à ce jour. Il doit y avoir à peu près, à l'heure où j'écris ça, une semaine. Je jouais tranquillement avec mes amis. C'est moi qui avais demandé cette fameuse map, l'asile. Comme d'habitude, on passe tous l'intro du jeu, la connaissant par cœur, qui parle de ce démon Azazel qui aurait pris possession d'une femme, etc., etc. Enfin voilà, on commence à jouer. Plus nous arrivons à attraper de rats sur cette map, et plus le démon vient à s'énerver. Je pense vers à peu près le 7e rat attrapé, ça commence à devenir chaud. Et là, je tombe sur une clé que je n'avais jamais vue auparavant. Je la prends, et c'était la clé de la salle miroir. Je me suis demandé si ce n'était pas un bug du jeu. Cela fait depuis sa sortie que j'y joue, et jamais je n'avais été dans cette salle. Je la connaissais même pas. Alors, ça m'a paru plus que bizarre et intriguant à la fois. Je l'ai donc dit à mes amis qui étaient très étonnés que je trouve cette clé. Je leur ai alors dit que j'allais chercher la porte pour voir ce qu'était cette salle. Un cadeau des développeurs? On ne savait pas, mais on voulait tous en savoir plus. Je fais donc le tour de l'asile en faisant attention que ces putains de monstres en fauteuil roulant ne me choquent pas et que les démons, lui, ne me tuent pas. Je la trouve, la porte, tout en haut de l'asile, en plein milieu, vers l'escalier. Cette porte n'avait rien à faire là, mais elle était bien là, comme par magie. Je dis de suite à mes amis, dans mon micro, que j'ai trouvé la porte. Je l'ouvre bien sûr en même temps, et je rentre. Là, une pièce noire, sombre, à ne rien y voir. La porte se referme d'un coup sec. Un gros claquement de porte se fait retentir dans mes oreilles. Aucun autre bruit, ni le son du jeu. Et là, les uns après les autres, plein de miroirs s'allument autour de moi, tout autour de moi. Il n'y avait même plus la porte de sortie. J'étais là, seule, n'entendant même plus mes amis dans le casque. Là, à regarder le reflet du personnage dans le miroir. C'était extrêmement terrifiant. Puis, d'un seul coup, tous les miroirs s'éteignirent pour en laisser juste un seul d'allumé d'une lumière rouge sang. Comme vous pouvez vous en douter, je me suis dirigée vers ce miroir pour le voir de plus près. À ce moment-ci, dans le reflet, j'ai pu voir la femme du jeu possédée. Puis, plusieurs flashs d'un démon qui je pense était Azazel. Et j'assume que je ne rigolais plus. J'ai eu la peur de ma vie quand j'ai entendu un écho de ricanement très fort. Que s'est-il passé ensuite? Le jeu a complètement planté pour moi et mes amis. Je n'ai jamais pu me reconnecter ensuite. Eux, oui. Mais moi, je ne pouvais pas. Comme si un virus m'empêchait de rejouer à Devour. Ce qui s'est passé ensuite, durant la semaine, a été dur psychologiquement pour moi. Le soir même où je me suis couchée, ayant arrêté l'ordinateur, j'ai commencé à entendre des chuchotements indescriptibles. Au début, je n'y prêtais pas attention, même si c'est vrai que je me demandais d'où cela provenait. Le deuxième jour, pareil, le soir, j'ai ensuite commencé à entendre des ricanements. Une voix rauque, en écho et plutôt démoniaque. Là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir très peur. Le troisième jour, on jouait à un jeu avec mes amis, un autre jeu, vu comme je l'ai dit, je ne pouvais plus jouer à Devour. J'ai sursauté de peur. Je jouais et tout par un coup, l'écran est devenu noir. Dans le reflet de l'écran,
j'ai vu une femme ensanglantée. J'ai sursauté et regardé derrière mon épaule pour voir tout de suite ce qu'il y avait. Rien. Il n'y avait rien. Je me suis retournée et là, en grosses lettres, était écrit sur mon ordinateur: Je vais prendre ton âme. Tu vas mourir. J'ai dit à mes amis que j'allais me coucher et j'ai immédiatement éteint le PC. À partir de ce 3e jour, je ne suis plus retournée sur mon ordinateur. J'étais trop terrifiée pour ça. Je ne jouais plus au jeu, mais malgré ça, cela a aussi empiré. Le 4e jour, ma télé s'allumait seule. Au fond des grésillements, une voix continuait à me dire: Ton âme est à moi. On va jouer à cache-cache très bientôt, toi et moi. Depuis le 4e jour, j'ai commencé à sentir une respiration près de moi. Ayant un lit double, l'autre côté de mon lit s'enfonçait, comme si une personne dormait près de moi. J'ai aussi commencé à développer des griffures sur tout le corps. Pendant tous ces jours, je n'ai rien dit à mes parents. J'avais l'impression d'être folle. Je ne sais pas s'ils m'auraient cru non plus. Le 6e jour, je l'ai vu, Azazel. Je suis allée me doucher ce soir-là, plus précisément hier, quand j'ai enfin fini. Je suis allée devant le miroir pour me brosser les cheveux. Et d'un coup, les lumières de la salle de bain se sont éteintes. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais comme paralysée. Le miroir a ensuite commencé à s'éclairer d'une lumière rouge sang. J'ai tout de suite compris. Au loin dans le miroir, je commençais à voir une silhouette noire qui se rapprochait petit à petit. Le miroir s'est ensuite éteint pour brusquement se rallumer et faire apparaître le démon. Le jeu du cache-cache va commencer. Sois prête. Voilà ce qu'il m'a dit. Je suis sortie en trompe de la salle de bain pour aller de suite me réfugier dans ma chambre. Même si je savais que je n'y étais pas à l'abri non plus. Où aurais-je pu aller? Pendant cette nuit-là, j'ai pu dormir. J'ai attendu jusqu'à 5h du matin, mais rien ne s'est passé, comme s'il m'avait laissé une nuit de répit. J'en viens au 7e jour, aujourd'hui même. Ce matin, je me suis bien sûr levée tard, mais j'ai pensé toute la journée à ce que Azazel m'avait dit. Le jeu du cache-cache va commencer. Sois prête. Et avec tout ce qui s'est passé durant la semaine, j'en ai oublié que mes parents sortaient ce soir. Ma sœur est partie pendant les vacances chez une amie. Elle n'est donc pas non plus ici. J'étais donc seule à la maison. Il le savait. Lui ne l'avait pas oublié. Quand mes parents sont partis vers 19h, il y a maintenant 3 heures, je leur ai dit au revoir, comme si cela était la dernière fois que je les voyais. Mes parents n'ont pas compris pourquoi je leur avais dit que je les aimais tellement. Je l'ai vu sur leur visage, mais ma mère m'a embrassée tellement fort que j'en suis à l'heure où j'écris heureuse que ce dernier moment avec elle est fini comme cela. Depuis que mes parents sont partis, les phénomènes ont recommencé et n'ont fait que s'accélérer. Je me cache chez moi, et malheureusement, ce n'est pas un jeu. Je me cache car Azazel est chez moi, me cherche et cela le fait extrêmement rire. Je ne peux pas sortir de chez moi, car toutes les sorties sont fermées, comme si cette force surnaturelle les retenait et les bloquait. Je sais que c'est fini pour moi. Je sais qu'il sait très bien dans quelle pièce de la maison je me trouve, qu'il fait juste semblant de me chercher. Je l'entends. Où es-tu? Je pense qu'il attend autant de temps de m'attraper, car il aime jouer, comme il aime jouer dans le jeu avec nous. Il va m'attraper avant que mes parents ne rentrent. Je le sais, je le sens. Alors, je veux juste écrire ces quelques mots. Maman, papa et Linda, je vous aime. Merci d'avoir été une famille aussi merveilleuse. Merci Linda d'avoir été ma sœur et ma meilleure amie. Et à vous, papa et maman, merci de m'avoir donné une enfance aussi magnifique. Je vous aime tellement. Enfin, à toutes ces personnes, je vous avertis, si vous trouvez la clé miroir dans la map de l'asile, ne cherchez pas la porte. Ce jeu est maudit. Je ne sais pas si cette clé se trouve dans les autres maps, car moi, je ne l'ai trouvée que dans l'asile. Mais même si vous la trouvez ailleurs, ne cherchez pas cette porte, car Azazel se trouve bel et bien dans le jeu, et il vous suivra pour prendre avec lui votre âme. Signé Cindy.
Aujourd'hui, dans l'actualité, une jeune fille de 18 ans a disparu dans le Val-de-Loire. Elle se prénomme Cindy Valliot et sa disparition a été constatée hier soir par ses parents vers minuit. En rentrant chez eux, leur fille n'était plus au domicile familial. La seule trace qu'on a pu trouver d'elle est une simple lettre. Depuis, la police effectue des recherches et a ouvert une enquête. Voici une description de cette jeune fille. Elle a les yeux verts, les cheveux longs et blonds. Elle mesure environ 1m68. Elle porterait un haut rouge à rayures blanches et un pantalon noir. Si vous avez la moindre information susceptible d'intéresser les autorités, merci de les contacter immédiatement. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit. Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur le premier épisode d'un thread horreur. Dû au sondage que j'ai fait, vous avez voté à 91%. Ça m'a fait plaisir. Alors je vais vous conter 2 horribles threads horreur. Celle qui participe seulement pour une petite phrase, c'est Sirène. Elle aura sa chaîne très bientôt. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. Allez, on y va. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Huit ans après, et toujours traumatisé. Le thread d'horreur par lequel je vais commencer est celui de Léa, qui a 23 ans aujourd'hui, mais qui s'est déroulé lorsqu'elle avait 15 ans exactement. Léa habitait dans un immeuble au premier étage. Sa meilleure amie habitait dans la même rue qu'elle, donc elle passait souvent la nuit, l'une chez l'autre. Vu que, comme je vous l'ai déjà dit, Léa habitait au premier étage, et cela a toute son importance dans son histoire. La nuit, elle fermait tout le temps les portes-fenêtres de son appartement. Elle était très obsédée par ça, dû à tout ce qu'elle entendait autour d'elle, et elle vérifiait aussi constamment que les portes et les fenêtres soient bien fermées. Un soir, ses parents ont dû partir toute une journée pour le travail de sa mère. Et comme cela se passait dans une autre ville, son père a donc suivi sa mère et ont dormi dans un hôtel, une sorte de sortie en amoureux. Et pourtant, cela a été la pire nuit que Léa n'ait jamais passée. Bien sûr, comme elle le raconte, sa mère n'était bien sûr pas très pour, au départ, de la laisser passer la nuit seule, et a donc suggéré qu'elle passe plutôt la nuit chez Ludivine, la meilleure amie de Léa. Mais elle a bien sûr réussi, avec l'aide de son père, à convaincre sa mère de la laisser passer la nuit seule. Léa écrit qu'elle avait bien sûr peur, mais comme toutes les enfants de cet âge, elle avait aussi quelque chose à prouver, qu'elle était capable de rester seule chez elle au moins une nuit. Puis, elle s'est rassurée en se disant que même si elle aurait peur, il y avait Ludivine justement qui habitait près de chez elle et que si il le fallait, elle pourrait y aller à n'importe quel moment de la nuit. Durant cette soirée, il était à peu près 23 heures. Léa était sur son téléphone dans le salon à traîner sur Instagram. Mais d'un coup, elle ne se l'explique pas. Elle a eu une sensation comme si on l'observait. Et au même moment où elle s'est dit que c'était vraiment bizarre, elle entendit des craquements de parquet. Son immeuble est assez vieux
donc cela pouvait arriver très souvent. Cela pouvait être des craquements ou même des toc-toc-toc, ou encore d'autres bruits assez bizarres. Mais il y avait toujours une explication rationnelle. Du coup, elle ne s'en est pas alarmée et est retournée sur son téléphone à ses occupations. Mais bien sûr, sans surprise, quelques secondes plus tard, elle entend de nouveaux craquements sur le parquet qui provenaient de sa chambre. Et Léa n'avait aucun animal de compagnie. Donc, suite au craquement, elle décida au plus vite de partir de son appartement et de se rendre rapidement chez sa meilleure amie. Quand elle est arrivée chez elle, Léa n'a rien dit à son amie, par peur qu'elle ne se moque d'elle. Elle a donc dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle n'avait besoin que d'un peu de compagnie. Le père de Ludivine, bien gentil, décida alors d'aller leur chercher des pizzas et se sont retrouvés seuls. Elles décidèrent donc de se poser dans le salon, en attendant, sauf que depuis le salon de sa chère amie Ludivine, on pouvait voir la fenêtre de la chambre à Léa. Et ce qui s'est passé ensuite, Léa s'en souviendra toute sa vie. Entre-temps, Léa était allée aux toilettes. Quand elle est revenue, elle vit Ludivine regarder par la fenêtre, d'un air terrifié. Elle demanda donc ce qui n'allait pas, et Ludivine se retourna toute pâle en lui répondant « C'est qui, là, dans ta chambre ?» Mais cela n'en est pas resté là. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. Elles ont tout de suite regardé dans le judas de la porte, mais rien. Elles ont tout de suite compris que c'était l'homme. Après une demi-heure, le père de Ludivine est enfin revenu. Elles ont compris qu'entre-temps, l'homme s'était certainement enfui. Elle n'a pas dormi de la nuit après ça. Elle a tout expliqué à ses parents au téléphone, en larmes, et a refusé de retourner chez elle, comme vous pouvez l'imaginer. Elle a littéralement habité chez son amie pendant 2 semaines, et ses parents ont décidé de déménager au plus vite, ayant peur que ça se reproduise. Elle n'a jamais su qui était cet homme, et ce qui l'a marqué et qu'elle se demande encore, c'est comment l'homme a pu rentrer chez elle alors qu'elle avait bien tout fermé. Bien sûr, ce lui a laissé beaucoup de séquelles, et encore aujourd'hui, elle est suivie chez un psychologue. Elle n'est plus capable de rester seule chez elle, sans faire une crise d'angoisse, et elle souffre depuis cette histoire d'insomnie. Morale de l'histoire, si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance, suivez votre instinct, tout comme Léa, et partez le plus vite possible au risque que vous soyez traumatisé comme elle l'a été. Tentative de kidnapping. Le deuxième trait d'horreur est celui de Guérec, qui a vécu la pire chose que l'on peut vivre. Cette histoire se passe en 2019. À l'époque où se passe cette histoire, il vivait dans l'Est, et cela se passe en hiver. Donc, il faisait nuit bientôt. Il était en période de déménagement. Son père et sa sœur étaient déjà partis pour la Bretagne, et son frère et sa mère étaient restés dans l'Est le temps de les rejoindre. Un soir d'hiver, il était en 6e au moment des faits, il rentra du collège, et devant s'arrêter prendre son frère à l'école, pour comme tous les jours rentrer chez eux ensemble, il prit donc le bus pour le récupérer, qui l'emmena seulement à quelques mètres de l'école de son frère. Une fois arrivé à l'école, il patienta quelques minutes que son frère sorte. Ce n'était pas le seul enfant à attendre son frère ou sa sœur, et il y avait bien sûr aussi des parents. Son frère sortit donc de l'école, et ils commencèrent à rentrer chez eux. Ils prenaient seulement la route pour entrer. Leur maison était à peu près à 20 minutes de marche de l'école de son frère. L'école était seulement séparée par une grande route principale de leur maison, et c'était une route énormément passante.
Arrivé en face de cette route, Gouéreg et son frère ont tourné à droite. En temps normal, il faut savoir que Gouéreg ne fait que quelques mètres sur cette route, prend le passage piéton, puis arrive sur une grande route pour monter chez lui. Mais cette fois, pour aller plus vite, car son frère était fatigué, il tourne donc à droite. En prenant cette route, Gouéreg s'aperçoit du coin de l'œil une camionnette blanche, les suivant. Assez proche d'eux, les jeunes hommes commencent donc à psychoter, car, au moment de l'histoire, pas très longtemps avant, des faits avaient été recensés près de chez lui, dans ce style-là. Il préféra donc retourner à la route principale, car il avait peur que l'hypothèse du kidnapping soit bien réelle. Il n'a préféré bien sûr rien dire à son petit frère, de peur de le stresser pour seulement ce qui pouvait paraître une coïncidence. Ils continuèrent à marcher et après 100 mètres, la camionnette était toujours présente derrière eux et les suivait toujours à la même allure. Au bout d'un moment, Gouéreg, assez affolé, voit une impasse sur le côté gauche. Un passage assez étroit, avec 2 murs de chaque côté et 2 barrières pour empêcher les voitures et les motos de passer. Il décide donc de prendre ce chemin. Il tourne et enjambe avec son frère les barrières. Quand ils commencèrent à partir, sans se retourner, il entendit la camionnette s'insérer dans l'impasse pour faire demi-tour en accélérant. Gouéreg explique qu'il pensa que c'était la fin. Il marcha à peu près 20 mètres pour essayer d'échapper à cette camionnette. Mais arrivé au bout du passage, Gouéreg aperçoit des phares. Il pencha sa tête et aperçut 2 hommes assis dans une camionnette blanche. En fait, les ravisseurs avaient seulement contourné, en passant par la grande route, l'impasse et s'étaient garés sur un parking de seulement 4 places pour les attendre. Pris de terreur, Gouéreg prit la main de son petit frère sans rien lui dire et courut dans l'autre sens. À la fin du passage, il prit tout de suite à droite, qui les emmena dans une impasse. Il n'était pas loin de sa maison, et il faut bien savoir que Gouéreg a couru comme ça plus de 200 mètres, avec un sac à dos, tenant toujours la main de son frère. Il a ensuite escaladé une barrière pour arriver dans le jardin d'une maison, et ainsi de suite, passant de jardin en jardin, jusqu'à arriver dans le jardin de sa maison. Quand il est arrivé, il a bien sûr tout raconté à sa mère, qui a appelé son père et qui leur a dit d'aller chez la voisine. Le père de Gouéreg, même à plusieurs kilomètres de sa famille, a appelé la police et sa mère, dès le lendemain, a prévenu l'école. Une équipe de gendarmes ont fait plusieurs patrouilles pendant 1 semaine près de l'école. Mais il n'y a eu aucun résultat, à part un des témoins qui a confirmé qu'il avait vu un homme dans une camionnette blanche fumer devant l'école puis repartir sans enfant. La camionnette et les suspects n'ont jamais été retrouvés. Et dans le stress et la peur, Gouéreg n'a bien sûr pas pris la plaque et n'était pas assez près d'eux pour voir leur visage. Et heureusement, il n'a pu qu'aider la police en décrivant le design de la camionnette, ce qui est déjà bien. Et on retient de l'histoire que Gouéreg a super bien réagi et a sauvé, lui et son frère ce soir-là. Aujourd'hui, Gouéreg a enfin déménagé et à l'avenir, il est encore plus prudent qu'il n'a déjà bien été. Il écrit même qu'il est devenu un peu parano des camionnettes, ce qui peut se comprendre. Et il ne souhaite à personne de connaître cette situation traumatisante. Cela n'arrive pas qu'aux autres, donc soyez prudents.
histoires, n'est-ce pas? J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas qu'elles sont vraies. C'était horrible, n'est-ce pas? Faites attention autour de vous. On ne sait jamais. Vous pouvez rencontrer toujours des inconnus qui vous suivront ou vous traqueront. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit. Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un superbe conteur. Pas un nouveau, non. Il revient. Il s'appelle Dakeras. Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je l'ai mis en description, ce sera facile à la trouver. Dans cette vidéo, vous pourrez voir quel talent il a et quelle voix magnifique il a aussi. Sur cette histoire, on part sur une salade pasta. Alors j'espère que vous avez le cœur bien accroché et que vous aimez pleurer. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Je me nomme Paul. Je suis prêt et j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est vrai, beaucoup ne croient plus en l'au-delà ou même en Dieu. Mais ce qui s'est passé ce jour-là m'a réconforté sur le fait d'avoir choisi cette vocation. Étant prête, je fais bien sûr beaucoup de confessionnal. Un jour, une femme est venue se confesser. Je l'ai reconnue à sa voix si féminine. Bonjour, puis-je me confesser et surtout vous raconter mon histoire sans jugement, mon père? Je lui ai donc répondu. Bien sûr, ma fille, je suis là pour ça. Allez-y, confessez-vous. J'ai bien sûr écouté attentivement son histoire. Voici ce qu'elle m'a dit. Il y a bien longtemps, mon père, j'ai rencontré un homme que j'aimais plus que ma propre vie. J'aurais pu faire n'importe quoi pour lui. À cette époque, je vivais encore chez mes parents. Quand il partait, ça me détruisait le cœur. Mes parents étaient durement de grands croyants. Je ne pouvais pas partir de la maison si je n'étais pas mariée. N'en pouvant plus de cette situation, il m'a demandé en mariage au bout de seulement 6 mois de relation. L'aimant plus que tout, j'ai bien sûr dit oui. Mais voilà, après le mariage, malheureusement pour moi, il a complètement changé d'attitude. Lui que j'aimais plus que tout, lui si gentil, n'était plus vraiment le même. J'avais le droit à des rabaissements incessants de sa part. Ce que je faisais n'était jamais assez bien pour lui. Mais vous savez, mon père, j'ai toujours essayé de m'améliorer pour être une épouse modèle. Parce que je l'aimais, parce que c'était l'homme de ma vie. Je faisais tout ce qu'il me demandait, car c'est comme cela que marche un mariage. Il faut bien savoir faire des concessions. Et même si j'avais des reproches du genre « Tu n'as pas fait ceci assez bien » ou « Occupe-toi mieux de la maison », je savais que c'était pour mon bien, qu'il me disait ça, car comme il me le disait si bien, j'étais extraordinaire. Donc, je pouvais tellement m'améliorer. Ce n'était pas de sa faute, mais de la mienne. J'ai tellement de défauts, mon père, si vous savez. Je pleurais tellement, et lui devait subir mes pleurs incessants. Il était quand même fort et courageux de supporter tout ça. Enfin, c'est ce que je me disais. Je ne sais pas si je le pense encore, mais peut-être qu'il avait raison. Une part de moi le pense encore. Il y a eu ce jour aussi où vraiment, par inadvertance, je suis tombée sur des échanges sur sa tablette. Je l'utilisais beaucoup et il le savait très bien. Je ne fouillais pas, je vous le jure, mon père. Donc j'allume cette tablette et je vois une discussion qu'il avait eue avec une femme, moi qui lui faisais confiance.
je tombe de haut. Mon monde s'est écroulé en une fraction de seconde. Dû à ça, je l'ai appelé. Je lui ai dit que je voulais partir. Mais quand il est rentré, il s'est excusé et m'a dit qu'il voulait un enfant de moi. Je me suis dit que c'était seulement un moment d'égarement et qu'il ne le ferait plus. Puis il le savait. Mon rêve était d'être maman. Alors c'est vrai, je lui ai pardonné. Et quand enfin je suis tombée enceinte, cela a empiré. Il a commencé à être de plus en plus virulent avec moi, comme si je faisais vraiment tout mal, comme si j'étais un vrai boulet qui n'arrivait plus à faire quoi que ce soit. Peut-être que c'était les hormones de grossesse qui me jouaient des tours, comme il le disait si bien. Mais j'étais tellement triste. Il ne me touchait plus non plus, que ce soit dans le lit conjugal ou dans la vie de tous les jours. Je n'avais plus le droit à des bisous, des câlins et des je t'aime. Je ne le méritais certainement plus. Oui, cela était certainement ça. Il y a eu aussi ce moment, quand j'ai su que j'étais enceinte. J'ai vu qu'il n'était pas plus heureux que ça. Mais j'ai pensé qu'il cachait seulement ses émotions. Il y a beaucoup d'hommes qui le font. Pendant la grossesse, j'ai appris que je portais des jumeaux. Et pour mon plus grand malheur, j'ai perdu un de ces jumeaux. À ce moment-là, j'ai été désemparée. Lui était plutôt soulagé de ne pas avoir des jumeaux, mais juste un seul enfant. Vous savez, mon père, que ce soit très tôt ou très tard dans une grossesse, de perdre l'enfant, cela fait toujours aussi mal. Car dès que l'on sait que ce petit bout grandit en nous, dans notre fort intérieur, on devient tout de suite maman. J'ai aussi fait beaucoup de tension pendant cette grossesse. Je devais rester allongée et reposée, hospitalisée à domicile pour que le dernier bébé, ma fille, grossisse jusqu'à terme. Cela était dur car je ne devais rien faire. Mais si je ne faisais rien, ce n'était pas mon mari qui le faisait. Alors, je faisais sans me plaindre et sans rien dire. Dû à ça, ma fille est née prématurée, petite et bien mince. Nous sommes restés une bonne semaine à l'hôpital. Elle s'était assez bien adaptée à la température et était plutôt bien. Alors les médecins ont décidé de nous laisser sortir, ma fille et moi. De retour à la maison, c'était difficile de s'adapter. Je pense que quand on est des nouveaux parents, c'est toujours comme ça de toute façon. Les débuts sont toujours difficiles. Au début, peut-être, dû à l'euphorie, nous étions plus soudés que jamais. Et j'avais l'impression de revenir au début de notre relation, comme si la flamme était revenue. Mais plus les mois passaient, et plus cette flamme s'éteignait. C'est ce que je ressentais en tout cas, et surtout de son côté. Car pour moi, c'était toujours, comme je vous l'ai dit, le grand amour de ma vie. Par la suite, j'ai commencé à beaucoup complexer. La grossesse m'avait fait grossir et je n'arrivais même pas à maigrir. Et malheureusement, il ne me rassurait pas. Il me disait qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ça. Il me disait aussi que je ne me maquillais plus. Mais j'étais tellement fatiguée, alors j'ai commencé à devenir que l'ombre de moi-même à cause de ses dires. Je me dégoûtais, j'étais répugnante. Je savais qu'il avait raison. Mais malgré tout ça, quand j'étais avec mon ange, ma petite fille, je m'envolais au paradis. J'oubliais tout, j'oubliais mon malheur. Et même si j'avais des coups de mou, je ne lui faisais voir aucun de ses malheurs. Cela même si l'envers du décor était bien triste et morose. Le pire, c'est quand il a commencé à être violent envers moi. Je dis bien violent, car pour moi, taper c'est complètement différent. Il était plutôt du genre à seulement me pousser violemment contre un mur ou me serrer très fort quand il était énervé. Mais ça me faisait terriblement peur malgré tout. Je ne pouvais le dire à personne, mon père. De toute façon, même si j'en aurais parlé, qui m'aurait cru? Tout le monde le trouvait tellement parfait. Je pense que si j'aurais dit à mes proches que j'étais malheureuse, ils ne m'auraient certainement pas cru et plutôt traité de folle. Oui, personne ne m'aurait cru, parce que quand mes proches étaient là, il était si gentil avec moi, si adorable. C'était juste le plus merveilleux des hommes. J'aurais tellement aimé qu'une fois rentré à la maison, cela dure. Je savais au fond de moi qu'il était comme cela avec moi à cause de moi.
C'était justement moi le problème, et non lui. Vous savez, mon père, dû à tout ce qui me tourmentait, peut-être, encore une fois, que c'est seulement moi qui pensais ça, mais j'ai fait du mal à ma fille et à mon entourage. Je suis partie. Mais pourquoi êtes-vous parti? Je ne supportais plus tout ça. Mais vous savez, j'aime encore tellement ma fille. Ça restera toujours mon ange à moi. Celle qui réchauffe mon cœur dans mes malheurs. Et si je viens vous raconter mon histoire et vous voir maintenant, c'est pour que vous lui donnez cette lettre que je lui ai écrite à ses 2 ans, le jour où je n'ai plus pu être là pour elle. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Il y a aussi un collier dedans qui était le mien et qui compte énormément pour moi. Et l'adresse est bien sûr écrite dessus. Vous voulez bien, s'il vous plaît, mon père. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Elle serait certainement contente de vous revoir après tant d'années. Je ne peux pas, mon père. Je suis morte. Je me suis suicidée seulement un mois après l'anniversaire de ses 2 ans. Je ne pouvais plus supporter tout ça. J'en suis désolée. Dites-lui que je l'aimais tellement. Je l'aime tellement. À ces mots, je me suis tout de suite levé, choqué par ce que je venais d'entendre. Je suis allé tout de suite regarder qui était cette femme. Quand j'ai ouvert, il n'y avait plus personne, à part la lettre posée sur la chaise du confessionnal. Il y avait bien sûr une adresse dessus, alors je voulais en avoir le cœur net de toute cette histoire des plus bizarres. Le lendemain, je suis allé à cette adresse et j'ai sonné. C'est la petite fille qui m'a ouvert justement. Son père derrière l'engueulait. Je pouvais apercevoir ses pieds tendus sur le canapé. Je l'ai donc regardé tendrement. Nous sommes échangés aucun mot, seulement des regards qui en disaient long. Je lui ai donc donné cette fameuse lettre et elle l'a prise. Des semaines plus tard, j'étais à l'église comme d'habitude quand j'ai revu cette petite fille accompagnée de sa grand-mère. Elles m'ont remercié en pleurant. J'ai compris que cette histoire était réelle. Elles n'ont en aucun cas voulu savoir d'où j'avais eu cette fameuse lettre. Elles étaient toutes deux très heureuses. Depuis ce jour, je prie tous les jours pour cette femme, pour que son âme soit en paix, pour que Dieu l'accueille parmi lui. J'ai aussi compris un peu plus tard ce que cette femme avait vécu. Elle avait vécu de la violence psychologique. On en parle certes très peu dans notre société, mais l'on devrait justement beaucoup plus en parler. J'ai donc pris la décision après cela d'ouvrir une salle dans ma paroisse pour ces femmes désemparées qui vivent la même situation, pour les aider, pour qu'elles puissent parler entre elles et se confesser, pour peut-être, qui sait, éviter que ce drame ne se reproduise. De ce que j'ai appris de ces femmes, c'est que malheureusement, la violence psychologique est très dure à faire reconnaître, bien plus dure que la violence physique. Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce 8e épisode des Contes de la nuit. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater. Ce soir, nous allons parler d'une histoire effrayante. J'ai juste une chose à vous demander. Vous aimez Émile Accousu? Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'elle? Allez, on y va. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Je m'appelle Amy
et j'ai 16 ans. J'ai toujours été attentionnée, gentille et très protectrice envers ma famille et mes amis. Et quand le déménagement est arrivé suite à la mutation de mon père, j'étais devenue de plus en plus stressée par ce départ inattendu. Mon père, ma mère et ma sœur, Tatiana, eux, étaient excités et heureux de prendre un nouveau départ, comme ils le disaient si bien. Mais moi, je ne l'étais pas du tout. Devoir laisser tous mes amis et même mes grands-parents ne me réjouissait pas. Je devais partir de Floride et je ne l'acceptais pas forcément, mais j'étais bien obligée de les suivre après tout. J'ai toujours vécu là-bas et je n'arrivais pas à imaginer ma vie au Texas à présent. Après plus de 20 heures de route, le paysage commença à changer. À présent, c'était une longue avenue. Sur cette avenue, plusieurs maisons identiques étaient construites. Quand la voiture s'arrêta, je compris toute seule que c'était ma nouvelle maison. Tatiana, réveillée, poussa un cri de joie. Et moi, je n'étais pas de cet avis. Je descendis de la voiture et posa mon regard sur ma nouvelle maison. Cela me fit frissonner. Cette maison était faite de briques rouges, avec un toit en ardoise. Elle possédait une grande porte en bois, ainsi que des fenêtres cintrées blanches. Je regardai l'avenue pour m'habituer au quartier. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Et tout près de chez moi, un grand cimetière, peu rassurant. N'aimant pas du tout le paysage, je rentrai aussitôt dans la maison. Je ne pris même pas la peine de prendre connaissance des lieux et fila au plus vite dans la chambre que mes parents m'avaient attribuée. La première chose que je fis, je m'en souviens encore, c'est de m'allonger sur le matelas qui me servait de lit et de fixer ma chambre, le regard dans le vide en pensant à cette foutue nouvelle vie. Je resta comme ça pendant environ 10 minutes, puis je pris enfin le courage de me relever et de déballer mes cartons. J'alla de suite vers ma machine à coudre. Oui, depuis au moins 1 an avant cette histoire, je m'étais mis à coudre. C'était mon passe-temps favori, créer des vêtements. Le lendemain, vu que je devais affronter ma nouvelle école, je décida de me coucher. Bien stressée, une foule de questions m'a envahi d'ailleurs. Je fis du coup pratiquement une nuit blanche. Finalement, le lendemain, cela se passa plutôt bien. Un peu stressant peut-être au début, mais dans l'ensemble, j'étais ravie. C'est là où j'ai rencontré Stacy, ma nouvelle meilleure amie. Plusieurs mois sont passés et nous avions même un petit groupe d'amis assez sympa, je dirais. La vie en Floride me paraissait loin à présent. Je m'étais plutôt bien adaptée à ma nouvelle vie. Toutes mes craintes avaient disparu. Je me rappelle même que je me suis dit, j'avais été si bête d'avoir eu peur. Le seul truc dérangeant, c'était ce groupe de garçons qui m'harcelaient sans cesse. Je les ignorais, tant bien que mal, bien sûr. Jusqu'à ce jour, en rentrant du lycée, le groupe de garçons me suivit. Je me suis retournée surprise et les garçons commencèrent à m'encercler. Un des garçons me fit une clé de bras pour que je ne puisse en aucun cas me débattre, pendant que tous les autres, eux, me mettaient plusieurs coups jusqu'à me défigurer. Je finis à terre. L'un des garçons, à ce moment-là, prit un canif. Sauf que, entre-temps, j'avais repris conscience. Je me releva rapidement, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, et arracha son canif de ses mains. Je lui planta profondément dans son cœur, simplement pour voir s'il en avait un. Quand je vis qu'il était mort, je me suis dit, merde, il en avait vraiment un. Les autres connards, eux, n'arrivaient même plus à bouger tellement ils avaient peur. Alors, un par un, je les ai tués un à un. Leur découpa leurs articulations, juste pour voir ce que ça leur ferait, avec un sourire vengeur. C'était de leur faute, de toute façon. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que l'un des garçons s'était planqué et avait alerté les flics. On m'a de suite emmené en hôpital psychiatrique et je savais bien que je n'étais pas prête d'en sortir. Les médecins de l'hôpital
m'avait tout de même pris en charge et m'avait soigné. Mais défiguré, mon visage ne ressemblait pas à celui d'avant. Je me trouvais encore plus jolie. Ces points de suture autour de ma bouche me donnaient un certain charme, comme une de mes poupées que j'avais dû coudre car elle était déchirée. Maintenant, je ressemblais moi aussi à ma poupée. Chaque jour passé dans cet asile, chaque jour, ma vengeance s'agrandissait et mon sourire aussi. Quelque temps plus tard, un putain de médecin venait me chercher et m'emmena dans une pièce. Je remarqua tout de suite sur la petite table le fil de couture, l'aiguille et un ciseau. Quand il me demanda de m'installer sur le lit, ce que je fis, comme un bon soldat, il approcha la paire de ciseaux de ma bouche. Et je compris enfin ce qu'il voulait faire. Tout de suite, je me mis en colère. Et je lui lança « Ne touche pas à mon joli visage !» Je lui arracha les ciseaux des mains et les planta dans son cœur de merde. Je commença à lui arracher les articulations en chantant une chanson qui me trottait tellement dans la tête. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Chaque fois que je lui découpais une de ses articulations, le sang giclait sur moi. Et j'adorais ça. Plus le froissement lors du contact entre la paire du ciseau et la peau émettait un son juste magnifique. Puis, je pris le fil et l'aiguille et lui recousus les articulations en chantonnant toujours ma chanson. Vous auriez dû le voir, c'était un vrai chef-d'œuvre. C'est là où j'ai eu moi aussi l'idée de me découper les articulations et de me les recoudre. Je trouvais ça tellement beau. Je perdis beaucoup de sang et ma peau prit une couleur grisâtre. Mes yeux se sont injectés de sang. Je trouve d'ailleurs que cela va tellement bien avec mon sourire. Je fais juste la perfection maintenant. Ainsi est né moi, Emilia Cousu. Mais ce n'est pas fini. Je me suis enfuie de ce putain d'hôpital psychiatrique, avec toujours la paire de ciseaux, l'aiguille, le fil à coudre. Je me dirigea vers ma maison, rendre visite à ma famille, et je leur fis la même chose, toujours en chantant ma belle chanson. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Après tout, c'était de leur faute s'il m'était arrivé tout ça, alors ils devaient payer eux aussi. Puis, je pensais à Stacy, ma chère meilleure amie. Elle aussi, c'était de sa faute s'il m'était arrivé tout ça. Elle n'était pas là et ne m'avait jamais défendue envers ces garçons. Alors, je me suis dirigée chez elle. Passa par la fenêtre de sa chambre, qui était ouverte. Aussi, faut dire qu'elle est conne celle-là. Elle cherche. Sans perdre de temps, je fis le même rituel que j'avais fait à cette sale merde de médecin et à ma famille. Toujours en chantonnant ma belle chanson. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Enfin fini, je partis, marchant doucement dans le noir et en m'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité. Mon débardeur blanc est devenu rouge sang et mon pantalon bien déchiré. Ainsi s'achève mon histoire. Bien sûr, la police me recherche toujours. Qui sait, il y aura peut-être une suite. D'ailleurs, certains ont déjà vu marcher doucement dans l'obscurité, tenant mes ciseaux, mon fil et mon aiguille, avec toujours mon beau sourire à la recherche d'une personne pour me venger. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé et à commenter. Installez-vous bien sur votre canapé, votre lit ou sur une chaise. Mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. Bien souvent, au sein de leur famille, les frères et sœurs se mettent en constante compétition avec des activités malsaines, alors que les choses pourraient être si simples, si simples. Mon frère Rémi n'était pas de ce genre-là. Nous avions toujours eu un rapport complice. Il me montrait sans cesse des jeux à faire dans la maison. Ma mère ne comprenait jamais et s'énervait beaucoup en qualifiant mes loisirs de bêtises dangereuses. Mais mon frère était toujours présent pour arrondir les angles en prenant ma défense. Réellement, je vous le dis, on devrait tous avoir un grand frère comme modèle. Lorsque j'ai grandi, les choses ont quelque peu commencé à changer. Il ne me poussait plus vers ces sources d'amusement, en solo. Il voulait à présent jouer avec moi et être à mes côtés pour mieux me guider. Inutile de dire que j'étais aux anges. Un jour, alors que j'avais 6 ans, Rémi s'est approché de moi en catimini et a chuchoté à mon oreille. « Et Sourette, tu voudrais t'amuser et devenir une grande? Vrai de vrai ?» Il souriait gentiment, une main derrière le dos, comme s'il cachait quelque chose. De l'autre, il m'a fait signe de venir avec lui. Flatté, amusé, je l'ai suivi. Arrivé dans sa chambre, on s'est assis, l'un en face de l'autre, sur le parquet. Il a alors posé des petites sphères rouges sur le sol. Indiana Jones, en personne, croquait dans ses bonbons avant de partir à l'aventure. Il est tellement costaud qu'il les mange par 5. Toi aussi, t'es une guerrière, Sourette? J'ai jamais vu qu'il se nourrissait avec ces machins dans ses films. C'est parce qu'il le cache, pardi. Il va quand même pas montrer toutes ses astuces à tout le monde. Mais Indiana Jones le sait. Moi, je le sais. Et toi aussi maintenant. Comme mon idole, je voulais être une guerrière. Alors j'ai enfourné les 5 bonbons en même temps et j'ai croqué. Un feu a envahi ma bouche, brûlant ma langue et mes gencives alors que mes lèvres se mettaient à enfler. La brûlure s'est étendue jusqu'à ma gorge tandis que je me mettais à tousser et à suffoquer. Ma mère qui était en bas a entendu mon corps tomber lourdement au sol. Elle a grimpé l'escalier, était renseignée par mon frère. Elle a avalé de travers. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai passé quelques heures à l'hôpital. Cependant, les médecins ont dû assurer à ma mère que ce n'était rien, car dans la journée, j'étais de retour chez moi. Le jour suivant, c'était comme si mon sens du goût avait été altéré. De toute façon, la brûlure qui persistait dans ma bouche m'a dégoûté pendant un moment de l'acte de manger. Quant à mon frère, il se répandait toute la journée en excuses. Il s'était trompé dans le choix des bonbons et avait pris des friandises totalement différentes de celles du film. Je m'en voulais de l'amener involontairement à se justifier. Après tout, on devrait tous avoir ce genre de grand frère exemplaire. De tous les endroits de la maison, le grand escalier en bois, dont ma mère nous avait fortement interdit l'accès, avait fini par devenir le lieu préféré de mon frère. Un soir, il s'est approché de la première marche, des craies et un chiffon à la main. Il s'est ensuite tourné vers moi. Tu voudrais retomber en enfance? Il avait cet air énigmatique sur le visage, admirant le vieil escalier. Maman nous a interdit d'y aller. Elle dit que c'est dangereux. Maman dit ça, espèce de poule mouillée. Elle est pas là, au cas où tu l'aurais pas vue. Donc, on a le champ libre. J'étais déjà prête à éclater en sanglots. Et je regardais mon frère avec de plus en plus de réticence. Rémi avait rarement été dans cet état d'agacement et de rébellion. Il a ignoré mon regard et a tracé à la craie des chiffres, des traits et des spirales sur les premières marches. Et le jeu du volet?
Paniquée, j'ai jeté un œil vers l'escalier et ce jeu insensé. Je ne veux pas jouer. Ok, si tu vas le faire. Moi, je veux m'amuser. Ton rôle, en tant que frangine, c'est de venir jouer avec moi. Allez, c'est facile. Je commence pour montrer l'exemple. Il est venu se placer sur la toute première marche, puis s'est cramponné à la rampe de l'escalier et a sauté sur la deuxième en équilibre sur son pied droit. Il a ri et est revenu vers moi. Rapide, simple et efficace. Rien qu'une marche, une seule. Mais pour ton tour, on va juste un peu corser les choses. Il s'est penché et s'est mis à défaire mes lacets. Les larmes aux yeux, je l'ai regardé faire. Lorsqu'il s'est redressé, il m'a regardé avec un grand sourire. Un sourire qui, étrangement, me dérangeait. Rappelle-toi, rien qu'une marche. Malgré toutes mes peurs, toutes mes réticences, la volonté tenace d'épater mon frère l'a emporté. Je me suis positionnée sur la première marche. J'ai serré la rampe et sauté sur la deuxième, m'appuyant sur mon pied droit. Mais alors que je m'apprêtais à souffler, la voix autoritaire de mon frère s'est élevée. Encore! J'ai baissé la tête sur la marche suivante, qui m'apparaissait trouble. Je pleurais et des larmes de peur ruisselaient sur mes joues mouillant l'escalier. Allez, saute encore! J'ai fait ce qu'il me disait. J'ai sauté sur la troisième marche, prenant appui sur mon pied gauche. Lorsque ma semelle a touché le rebord, et j'ai immédiatement regretté. Mon pied, manquant d'appui, a dérapé sur celui-ci, et tout mon corps s'est retrouvé projeté en avant. Dit comme ça, 3 marches, ça semble peu. Mais pour une fille de mon âge, ça représente une chute terrifiante. J'ai dégringolé douloureusement l'escalier, alors que mon corps se tordait dans un enchevêtrement bizarre de pieds, de bras, de mains et de jambes tordues dans des angles improbables. Le tout accompagné d'un concert de craquements que j'aurais préféré oublier. Alors que j'étais là, tendue, au bas des marches, je pouvais entendre mon frère rire et crier. Encore! Encore! Voilà 1 an que je suis coincée dans ce fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Mon grand frère est toujours aux petits soins avec moi, mais notre complicité a changé. Il refuse qu'on joue ensemble ou de me lancer des défis comme avant. Il dit qu'il est sûr qu'il gagnerait et qu'il n'y a donc aucun intérêt. Oh, et autre chose, un bébé est venu agrandir les rangs des garçons de la famille. Enfonce-t-il le biberon trop loin dans sa bouche et peut-être le berce-t-il un peu trop fort? Mais je sais qu'il n'en est pas moins un frère exemplaire. Le soir, je l'entends chuchoter à l'oreille du nouveau-né. Je jouerai avec toi. Je jouerai avec toi. Tous les jours. Tous les jours. Je te laisserai gagner. D'une certaine manière, ça me fait chaud au cœur. Ce petit aura une chance phénoménale de pouvoir jouer avec un tel frère, comme j'en ai moi-même eu. J'espère que vous aussi, vous avez un Rémi, un grand frère dans votre famille. Je le souhaite à tous, de tout cœur. Après tout, on devrait tous avoir un grand frère pour modèle. Toujours bien? Je vous fais un petit bonus, une histoire très très courte que normalement tout le monde connaît dans les creepypasta. Allez, on y va. Cette nuit-là, la mère de Jeff fut réveillée à cause d'un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Elle avait lentement marché pour voir ce qu'il en était. La pièce avait offert à sa mère une vue des plus traumatisantes. Jeff avait pris un couteau et avait taillé un sourire dans ses joues. « Jeff, que fais-tu » L'adolescent avait parcouru sa mère du regard. « Maman,
Depuis des années, mon joli sourire avait disparu. Je n'arrivais plus à trouver le bonheur. Maintenant, je peux sourire pour toujours. La mère de Jeff remarqua les yeux de son enfant cernés par le noir. Elle s'arrêta quand elle vit Jeff à la porte, tenant un couteau. « Maman, tu as menti. » C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau, les éventrant tous les deux. Son frère se réveilla, surpris par un bruit. Il n'avait pas entendu quoi que ce soit d'autre. Alors, il ferma les yeux et essaya de se rendormir. Mais quand il était sur le point de s'endormir, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux avant que la main de Jeff ne couvre sa bouche. Celui-ci, lentement, le couteau prêt à plonger dans le cœur de son frère. Celui-ci se débattait du mieux qu'il pouvait en essayant d'échapper à l'emprise de Jeff. Chut. Il suffit d'aller dormir. Quelque temps plus tard, un tueur inconnu a émergé et a fait une série de meurtres. Un garçon qui a eu la chance de survivre aux attaques du tueur a décrit l'homme comme ayant une peau inhumainement pâle, un sourire hideux et des yeux sombres, menaçants, ouverts en permanence. Quand il a essayé de tuer le garçon, il lui dit « Il suffit d'aller dormir. » Voici pour cette première vidéo des Creepypasta de Mixi. J'espère que vous avez bien apprécié et que vous allez faire de beaux rêves. N'oubliez pas à vous abonner, à mettre un pouce j'aime et à commenter pour me dire si cela vous a plu. Je remercie aussi mon partenariat avec TNT Quest. Passez une bonne soirée et bonne nuit. Bienvenue pour ce 4e épisode des Contes de la nuit. Ce soir, je vais vous raconter 2 histoires. Je suis allée les chercher dans les profondeurs de ma crypte. J'espère qu'elles vous plairont. La première histoire va parler d'une petite fille. Des fois, à l'école, quand on est toute petite, on voit toujours une petite fille sans amis qu'on aimerait aider. Mais des fois, il ne vaut mieux pas. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. J'étais une enfant heureuse, qui vivait une vie heureuse, avec une sœur et une mère heureuses. Le seul point qui me dérangeait était cette fille dans ma classe. Quand je repense à elle, ou plutôt à cette chose, j'en ai des frissons et je n'arrive plus à dormir la nuit. Je n'avais jamais entendu une seule phrase sortir de sa bouche. Quand j'arrivais dans la classe, elle était toujours là, assise, toute seule, au fond, à ce bureau tout sale, rempli d'écritures malsaines comme « Meurs » ou encore « Le diable viendra cette nuit chez toi » et une chaise horriblement bancale. Personne ne faisait attention à elle, pas même le professeur. Ce qui me surprit grandement, personne ne connaissait ni son nom, ni qui elle était. Sa peau était tellement blanche que l'on pouvait percevoir certaines de ses veines. Ses cheveux noirs, tressés, et ses cernes lui donnaient le visage de la fille
possédait dans les films d'horreur. Sa robe noire lui descendait jusqu'aux genoux et ses chaussures, elle en avait pas. À midi, j'allais manger à la cantine avec mes amis quand elle passa à côté de moi et murmura « Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. » Je ne sais pas si ce message m'était adressé et je ne m'en souciais pas, mais j'étais étonnée car je ne l'avais jamais entendu parler. Nous étions un samedi après-midi, je faisais mes devoirs quand j'entendis frapper 3 coups à la porte d'entrée. J'ouvris et laissa aussitôt échapper un petit cri de terreur. C'était cette fille bizarre. Bonjour, qui es-tu ? Aucune réponse, mis à part un petit sourire mesquin se dessinant sur ses lèvres. Tu es dans ma classe, non ? Toujours ce sourire, qui s'agrandissait au fil des secondes et qui me faisait terriblement peur. Je finis par perdre mon sang-froid et lui claqua la porte au nez avant de retourner dans ma chambre terrifiée. Je découvris un bout de papier sur lequel avait été écrit un numéro de téléphone contenant uniquement les chiffres 0 et 6. Je commençais à trembler de peur, sachant très bien que ce numéro, c'était la fille qui l'avait laissé ici. Mais pourquoi et comment avait-elle fait ? Je prévins ma sœur en lui montrant le numéro de téléphone et en lui racontant tout. « On a toqué ?» demanda-t-elle avec un air surpris. « Oui, tu n'as rien entendu ?» Ben non. Sa réponse me faisait froid dans le dos. Elle était pourtant dans une pièce si proche de la porte d'entrée. Appelons ce numéro. Surtout pas, et si c'était un numéro hanté ? Ce n'est pas possible, voyons, les numéros hantés, tout ça, ça n'existe pas. Après avoir réussi à trouver les bons arguments pour me convaincre d'appeler, j'effectua le numéro marqué sur le bout de papier, les doigts tremblants. Chut, ça appelle, murmura ma sœur, un peu effrayée elle aussi. À ce moment même, une voix sinistre prononça les mots Game over. Il la répéta sans cesse. En même temps, des pleurs de bébé et des bruits de pas se firent entendre dans toute la pièce. Nous avions beau raccrocher, ça n'en finissait pas. Nous étions pétrifiés. Soudain, notre mère arriva en marchant bizarrement et s'arrêta à la porte, un long couteau à la main, et en nous observant, commença à se mutiler encore et encore, jusqu'à s'arracher les cheveux, se crever les yeux, se couper les doigts en criant « Non, arrêtez, ne faites pas ça, je t'en supplie !» Et quand elle ne parlait pas, elle criait. Le choc et le dégoût s'installaient sur nos visages d'enfants pendant que la fameuse phrase de l'autre jour se répéta dans ma tête. « Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. » Tout semblait plus clair maintenant. C'était cette fille en noir. D'un coup, je sursauta dans mon lit. Ce n'était donc qu'un rêve. Je regardais mes mains en constatant qu'elles étaient plus blanches que d'habitude. La maison était vide. Mais ce n'était pas ma maison. Je me rendis le plus vite possible à l'école dans l'espoir de retrouver cette fillette. Mais sur le chemin, je vis une personne me ressemblant étrangement. Je m'approcha d'elle et me rendis compte que c'était moi. Mais cette personne, enfin, moi, me souriait d'un air mesquin, comme la fille. Elle passa à travers mon corps pour s'en aller au loin. Aussitôt, je me rendis compte que je n'existais plus. J'étais devenue la petite fille en noir. Allez, on continue.
On va parler d'un petit garçon. Souvent, quand on déménage, on est triste. On rencontre des amis et tout va bien. Jusqu'au jour où c'est ce qu'on va voir. Robin n'avait que 9 ans lorsqu'il arriva pour la première fois dans cette nouvelle ville, Dawn Street. Il se fit rapidement un ami, Matteo. Il était arrivé depuis un mois à peine, et Robin se faisait déjà des amis, mais aussi des ennemis. Un soir, alors qu'il était dehors et jouait au football avec Matteo, le ballon sortit du terrain. Robin cria « J'y vais !» Alors que Robin s'éloigna, chercher le ballon, il vit un garçon au teint pâle et aux cheveux blonds, avec un sourire large, presque malsain. « Viens jouer avec moi. » Robin, apeuré par cette personne si étrange, se contenta de rebrousser chemin sans ballon sous le bras. Vers 20h, il rentra chez lui, prêt à se faire gronder, car il faisait déjà nuit. Il flânait tranquillement, quand soudainement, le garçon blond, toujours avec ce même sourire, sortit d'un buisson, longeant sa rue. « Viens jouer avec nous. » Robin se mit à courir. Il s'enfuit aussi vite que possible jusqu'à la porte d'entrée de chez lui. Il tambourina à la porte comme un fou. Sa mère lui ouvrit, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, Robin était déjà rentré. Sa mère lui demanda ce qu'il s'était passé. Robin, essoufflé, lui dit « Dehors, tu l'as vu? » « Vu quoi ?» demanda sa mère inquiet. « Le garçon! »« Quel garçon? » ?»« Dehors, regarde, vite !»« Il n'y a personne !» affirma sa mère après avoir regardé par la porte entr'ouverte. « Mais si, je te jure, un garçon blond, pâle, je te le dis, je l'ai vu !»« Bon, ça suffit. File dans ta chambre. Tu as vu l'heure qu'il est? Et en plus, tu me mens !»« Je ne te mens pas! Maman, c'est vrai !»« Monte !» La nuit passa. Robin, ne cessant de penser encore et encore à cet étrange garçon qu'il avait vu, il se retournait dans son lit, lorsque d'un coup, quelque chose le figea de peur. Le garçon blond était à la fenêtre, avec toujours cet immobile sourire difforme sur son visage. « Viens jouer avec nous. » Robin appela sa mère sans réponse. « Tu appelles quelqu'un? » Robin continua d'appeler. « C'est elle que tu appelles? » Robin se retourna vers la fenêtre. Le garçon tenait la tête de sa mère ainsi que celle de Matteo. Robin était tétanisé de peur. Le garçon blond continua de parler avec ce sourire effrayant sur le visage. Du sang coulait à présent du coin de sa bouche et ses mots laissaient entrevoir des dents pointues et rouges de sang. Robin se jeta hors de son lit et courut aussi vite que possible. Il traversa le couloir et dévala les escaliers. Il attrapa le téléphone et voulut composer le numéro de la police, mais il n'y avait pas de tonalité. La porte avait été forcée. Le garçon se tenait dans l'encadrement de la porte, l'empêchant de fuir. Il était piégé. Le garçon pâle entra avec un sourire malsain, mit une tête sanglante sur l'épaule de Robin et lui dit au creux de son oreille « Viens jouer avec nous. On s'amuse tellement. » Son rire était glacial, dénué d'humanité, tout en brandissant une hache couverte de sang. « Au fait, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Robin. » Il laissa retomber son bras, tenant la hache, et fendit en deux le crâne de l'enfant. J'espère que vous avez aimé ces 2 histoires
Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une bonne nuit.